cadre de la performance marketing, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui sur ce webinaire, donc ce webinaire flash de 15 minutes. Alors, il conclut une série de 6 autres épisodes sur la transformation digitale. Ces épisodes, vous allez pouvoir les retrouver sur notre chaîne de webinaire qui est affichée sur la diapositive. Vous pouvez les retrouver également des informations sur notre blog du Data Management. Alors, rapidement, l'épisode 1 concernait la stratégie de l'entreprise, véritable vecteur de communication et de cohésion dans l'entreprise. Bien sûr, le mode projet qui est un mode collaboratif inclusif qui va faciliter cette transformation digitale. Je vais y revenir. L'épisode 3 qui était consacré aux objectifs et à la roadmap, encore une fois, des étapes excessivement importantes pour valider le déroulé. L'épisode 4 consacré à la Smart Data, et encore une fois, vous pouvez retrouver ces replays sur notre chaîne Webikeo. La Data Ready, c'était le 5e épisode. Alors, il y a une différence entre Smart Data et Data Ready, et ça, c'est important parce que, bien évidemment, par rapport à la mesure et l'évaluation qu'on va faire, il faut être passé par ces étapes préalables, et puis adapter les processus faisait partie de l'étape 6. Donc, cette étape 7, c'est tout ce qui concerne la mesure, l'évaluation autour de cette data qu'on partage, qu'on collecte, qu'on exploite. Et pour ce faire, bien sûr, on a une organisation des processus, on a un savoir-faire, un savoir-être et un savoir qu'il va falloir upgrader en permanence dans l'entreprise, parce que ça, c'est le challenge de la transformation digitale. Bien sûr, on a des aspects technologiques, et puis pour faire accepter tout ça, il y a une mise en œuvre, une conduite du changement à faire sur cette transformation digitale. Alors, entrons dans le vif du sujet, mesurer et évaluer, c'est déterminer une quantité. Vous aviez vu tout à l'heure, il y a un mètre, c'est déterminer une quantité qui va nous permettre en valeur absolue de la comparer à d'autres informations du même type, notamment à des objectifs. On avait des objectifs, est-ce qu'on les a atteints ou pas? Et on a tous aujourd'hui, je pense que ce soit en B2B ou B2C, vous avez tous, en tant que responsable marketing ou direction marketing, un certain nombre de comptes à rendre, et en particulier sur les leads. Et puis, on a également, par rapport à de précédentes mesures sur nos opérations, est-ce que nos opérations progressent ou n'évoluent pas? Et c'est vrai que cette comparaison, elle est intéressante parce que dans l'absolu, les chiffres peuvent ne pas vouloir dire grand-chose, mais c'est surtout par rapport à cette comparaison avec les précédentes mesures qu'on va pouvoir savoir si on progresse ou si on régresse. On va revenir sur ces différents aspects. Le tableau de bord, c'est un exercice excessivement intéressant et indispensable parce qu'on a besoin de contrôler régulièrement, alors pour certains au quotidien, pour d'autres de façon plus ponctuelle, hebdomadaire ou mensuelle notamment, mais on a besoin de consulter ces indicateurs pour surveiller la bonne marche, bien évidemment, de notre activité marketing. Alors par rapport à ça, bien sûr, on a un certain nombre de handicaps, notamment la peur de l'échec, ça c'est très européen et très français en particulier. Quelqu'un, la dernière fois, a raconté qu'ayant visité Google, il avait, dans les premières slides qu'on lui avait présentées dans l'entreprise, la liste des 100 plus gros échecs de Google. Et il commençait par ça. Parce qu'effectivement, cette culture de l'échec est assez différente de l'autre côté de l'Atlantique. Et qu'ici, et donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais la mesure peut faire craindre ça. De même, le jugement qui s'ensuit aussi est un frein à cette mesure et cette évaluation, mais le manque de planification, le manque de temps, en fait que le marketeur est pris dans son activité opérationnelle, je vais dire, et donc il manque de recul, souvent aussi en B2B, et notamment dans les PME où on a moins de ressources, bien évidemment, que dans les grands groupes. Le manque ou la surabondance d'informations. Parfois, et vous allez le voir, c'est délicat parce qu'on manque d'informations. On peut asseoir cette mesure parce qu'on ne sait pas trop bien où est cette information, elle n'est pas forcément agrégée et puis on ne sait pas si elle est fiable en plus. Et puis parfois, on a une surabondance d'informations, on ne sait pas laquelle regarder, on ne sait pas comment l'exploiter, comment l'analyser. Et bien évidemment, il y a aussi pour le marketeur un manque de culture statistique qui peut conduire à un certain nombre d'erreurs, et je vais y revenir tout à l'heure sur des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas forcément. Alors, tirer des enseignements, c'est quelque chose de classique lorsqu'on analyse notamment les process au travers d'une méthode qui s'appelle l'ISO 9001, et dans ce système qualité, en 1988, M. Deming a créé ce qu'on appelle la route Deming avec le PDCA pour Plan, Do, Check et Act.
Donc je planifie, j'agis, je valide, je contrôle en fait, hein, c'est ça, je contrôle, et puis je vais réagir pour corriger le tir. Et cette mesure, ce contrôle vraiment, ils sont à la base de tout ce qui va suivre derrière. Et vous voyez qu'on va capitaliser en expérience à mesure que cette roue ici, elle va tourner dans le bon sens. Voilà, on va capitaliser en expérience. Donc là, c'est le temps, et ici, c'est l'expérience. Et ensuite, d'ailleurs, il a transformé ça en PDS Access Study, parce que voilà, on est dans l'étude qui nous permet d'ajuster, de corriger, de planifier bien sûr à nouveau et de prévoir. Et la prévision est à base, bien évidemment, de tout ce qu'on a pu capitaliser préalablement, donc, pour pouvoir déployer et agir à nouveau. Alors, quel type d'indicateur? Ça, c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, on croit parfois, on croule parfois sur la masse d'informations. Donc, il y a des aspects objectifs versus subjectifs ou qualitatifs versus quantitatifs. Eh bien, il va falloir aborder les choses de façon mesurable, c'est-à-dire quantitative. Même pour la notoriété, aujourd'hui, on fait des tests de notoriété, on les rend quantitatifs, même s'il y a une part qualitative importante. Il faut au maximum valoriser le quantitatif pour pouvoir donc le mesurer. Plusieurs niveaux de lecture, j'en parlais tout à l'heure avec les tableaux de bord, parce qu'on ne va pas les consulter à la même fréquence, donc du macro versus du micro, et puis je vais illustrer mon propos tout à l'heure. La comparaison, c'est quelque chose qui va nous amener à progresser de façon itérative, ou non d'ailleurs, mais surtout on le voit dans le domaine digital, c'est très facile de progresser de façon itérative, parce qu'on peut faire évoluer les choses beaucoup plus rapidement qu'on ne pouvait le faire par le passé, parce que les moyens digitaux sont beaucoup plus souples à utiliser. Donc, par rapport à l'historique, par rapport à des tests AB qui vont nous permettre, là, encore une fois, de progresser de façon itérative, et puis par rapport à des benchmarks de concurrence, parce qu'aujourd'hui, les outils avec le Big Data nous donnent notre position, notamment sur AdWords, par exemple, vous pouvez avoir des positionnements vis-à-vis de la concurrence. Alors, voilà un tableau de bord AdWords, d'ailleurs, qui est un tableau de bord synthétique. Ce tableau de bord, vous voyez ici, j'ai un premier récapitulatif de mes courbes sur la période qui a été demandée. Je vois quelles sont les plus fortes variations. Ça, c'est vraiment les éléments essentiels qui sont intéressants. J'ai mes différentes campagnes avec le coût, les clics et donc les éléments vraiment stratégiques. Ici, j'ai quel type d'appareil se connecte. Et là, j'ai les heures de connexion. Donc, vous voyez, sur un seul et même tableau de bord, de façon très, très synthétique, je vais pouvoir déjà surveiller, soit de façon, encore une fois, quotidienne, soit de façon plus espacée, en fonction, bien évidemment, de ma consommation. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui ici dans la salle qui consultent leur tableau de bord AdWords, si vous faites des AdWords, donc cette publicité Google, pour amener du trafic sur votre site, voire même faire des conversions? Est-ce qu'il y a des gens qui consultent au quotidien? Alors peut-être plus dans le B2C, peut-être moins dans le B2B, parce que bien évidemment, les volumes sont moins importants et les enjeux financiers sont également moins importants. N'hésitez pas à vous exprimer via le chat. Alors, les tests AB, tout le monde a entendu parler de ces tests AB. On va pouvoir tester des pages de site web, bien sûr, des landing pages. On va pouvoir tester des emailing avec l'objet et puis même le contenu. On va pouvoir tester des publicités online. On va pouvoir tester, bien sûr, des annonces, enfin, des boutons de call to action, des positionnements de vidéos, ce genre de choses. Et grâce à ça, on a aussi, on a des outils qui vont nous permettre de valider ces tests AB. Donc, il y a AB Testy, vous aurez les liens, un Google Analytics, bien sûr, qui permet de valider les pages. Je vous ai mis d'autres outils. C'est moins pour le B2B, ça m'intéresse. Je répondrai alors aux questions en fin de session, Lucie, mais oui, c'est aussi pour le B2B. Alors, on pourra en discuter. Alors, donc, ces outils vont vous permettre de tester plusieurs versions de différents éléments et on va voir lesquels. Par exemple, Actito, qui est un outil de marketing automation, va nous permettre automatiquement de tester plusieurs variantes de newsletters et notamment, par exemple, sur le sujet, l'objet d'expéditeur, enfin un certain nombre d'éléments. Même en neurosciences aujourd'hui, les techniques nous permettent sur des échantillons de population, de mettre des capteurs sensoriels sur le cerveau, par exemple, pour voir comment des gens vont réagir à une vidéo
et comment on va stimuler en fait les différentes zones du cerveau pour mesurer le stress, la joie, etc. Et ce de façon instantanée lorsque la personne découvre la vidéo. Donc c'est très instructif pour savoir comment gérer les boutons, enfin un certain nombre de plans, enfin tout un tas de choses, le contenu même de la vidéo, pour savoir comment réagit la personne, et ce de façon continue finalement sur la vidéo. Donc ça, ce sont les progrès technologiques qui sont liés à ces capteurs, à cette imagerie médicale et puis à tout ce qui est des neurosciences. Alors, lorsqu'on fait des tests AB, il y a un certain nombre de précautions à prendre parce que on peut croire que c'est relativement simple finalement aujourd'hui de dire tiens, je vais procéder par itération, je vais envoyer sur 2 échantillons le même cible, je vais envoyer 2 éléments distincts et puis je vais mesurer les choses. Alors, je vais revenir en détail sur certains éléments sur lesquels il faut faire attention. C'est bien sûr l'échantillon cible, il doit être suffisamment représentatif, c'est la durée du test. La durée du test, c'est en général pas plus de 30 jours parce qu'après, on peut introduire des biais au maximum 60 jours. C'est un taux de confiance, un taux de puissance. Donc, c'est des éléments statistiques auxquels les marketeurs ne sont pas forcément habitués. C'est plus des éléments pour les statisticiens et les mathématiciens. Alors, vous pouvez contrôler avec un outil ici, AB Test Guide, qui va vous permettre de contrôler si votre échantillon va vous permettre de faire ce test AB. Et ça, c'est important parce que, notamment en B2B, on a moins de volume, en particulier sur un trafic de site web, on a beaucoup moins de volume et les tests AB sont beaucoup plus difficiles à réaliser du fait de cet échantillon de population qui est relativement réduit. Et on va considérer d'ailleurs qu'en dessous de 100 000 visites mois, on n'a pas suffisamment d'éléments pour faire des tests AB significatifs. 100 000 visites mois. Alors en B2B, 100 000 visites mois, c'est bien évidemment plus difficile à réaliser qu'en B2C. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle là, qui ont plus de 100 000 visites mois en B2B sur leur site web? Alors, limite des tests AB, c'est déjà de prendre une confiance qui permet d'évaluer la précision en fait, de l'estimation du paramètre sur l'échantillon qui va nous être donné. Pour ça, on a un indicateur qui s'appelle alpha, qui est le pourcentage accepté de cas qui montrent une différence alors qu'il n'y en a pas. Et en général, on prend 5%. C'est-à-dire qu'on s'autorise 5% de marge, ce qui veut dire que notre taux de confiance, il va être de 1 moins alpha, il doit être de 95%. Ça veut dire que 95%, c'est mon taux de confiance sur cet échantillon. Alors, on pourrait le monter à 99%, mais à 99%, ça va nécessiter d'augmenter l'échantillon. Or, souvent, déjà, je manque de volume dans mon échantillon. Donc, si j'ai plus de 100 000, si je suis un gros site web en B2C et que j'ai des millions ou des centaines de milliers, des dizaines de centaines de milliers de visites mois, je vais pouvoir augmenter ce taux de confiance, mais si je suis déjà limite en échantillonnage, je ne vais pas pouvoir le faire. Autre aspect important, c'est la puissance. Donc, la puissance, elle se définit comme étant la probabilité de détecter une différence entre 2 variations, donc entre le test sur le test AB, et de voir si cette variation elle existe vraiment dans la réalité. Donc, on a pour ça un pourcentage, un élément qui s'appelle bêta, et on accepte donc que dans 20% des cas, on montre une différence alors qu'il n'y en a pas. Et donc, le taux de puissance, c'est 1 moins bêta, et c'est en général 80%. Et là aussi, si on veut monter au-delà de 80%, il va falloir augmenter la taille de l'échantillon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui étaient conscients de ces limites du test AB qu'on veut généraliser finalement et que beaucoup de prestataires qui vendent des outils de test AB avec des abonnements annuels finalement minimisent l'importance de la puissance, minimisent l'importance du taux de confiance parce que la plupart des gens qui vont s'inscrire pensent que de manière itérative, on va pouvoir améliorer en faisant ces tests AB, mais on n'a pas suffisamment d'échantillons. Et quand on n'a pas un échantillon suffisamment représentatif, alors vous pourrez retrouver sur la source ici des compléments d'information, on va arriver à des tests qui vont être partiellement vrais. On peut avoir du faux positif et du faux négatif, c'est-à-dire qu'on va révéler une amélioration, par exemple, alors qu'il n'y en a pas, ou on va dire que c'est la même chose, alors que finalement, ce n'est pas la même chose entre les deux échantillons qu'on a testés. Donc, on a des cas différents avec ces faux positifs et ces faux négatifs qui pourraient vous faire prendre de mauvaises décisions parce que, encore une fois, eh bien, on n'a pas validé les critères
du test AB en termes d'échantillons notamment. Alors, la durée peut aussi intervenir. Alors, quels paramètres maintenant on va pouvoir faire varier pour pouvoir faire ces mesures? Alors, en digital, on a une multitude de paramètres qu'on peut faire varier relativement vite. Donc, il y a le titre, l'image, par exemple, sur une vidéo. Il y a même la position de la vidéo dans une page. Il y a même la longueur. Il y a même des plans d'introduction de la vidéo. Il y a le type de vidéo. Est-ce que c'est une animation ou quelque chose de plus live? Est-ce que c'est une diffusion automatique ou manuelle? Bref, tous ces paramètres, pourquoi je vous les cite? C'est parce que lorsque vous allez faire vos tests, il va falloir prendre garde à ne les modifier que un par un pour pouvoir vraiment tester une différence élément par élément. Et ça veut dire que finalement, vous multipliez vos tests AB pour pouvoir arriver à cette manière itérative de progrès en ayant bien en ligne de compte que vous devez avoir des échantillons significatifs pour pouvoir le faire. Vous voyez que cette mesure, elle est aujourd'hui d'autant plus compliquée que nous sommes dans un contexte multimédia, dans un contexte omnicanal, et 50% de la population a plus de 3 terminaux, et elle se connecte avec différents terminaux, avec une difficulté supplémentaire, c'est que les cookies sont effacés progressivement, et donc je peux me connecter avec mon mobile, je peux me connecter avec ma tablette, je peux me connecter avec l'ordinateur du bureau, je peux me connecter avec l'ordinateur personnel à la maison, et faire un parcours finalement qui va m'amener à voir une première annonce, à cliquer dessus, voir une seconde annonce, à cliquer dessus, à toujours pas prendre de décision, à toujours pas convertir. Et finalement, pour mesurer cette conversion, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que lorsque je veux mesurer quelle est l'origine finalement de la conversion, et c'est valable en B2B comme en B2C, et lorsque on a parfois des clients au téléphone ou des prospects au téléphone et qu'on leur demande comment ils nous ont connus pour essayer de mesurer l'origine, alors il y a quelques dizaines d'années, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait beaucoup moins de possibilités de canaux d'interaction. Aujourd'hui, c'est la multiplicité des canaux qui va faire que on va renforcer la notoriété de la marque, renforcer l'image et qu'on va à un moment donné dire, tiens, eux, je les ai vus à Malice, je les ai vus sur cette publicité, je les ai revus sur un salon, j'ai reçu une newsletter et finalement, en faisant une recherche SEO, j'ai trouvé, enfin une recherche search, j'ai trouvé en résultat naturel et c'est là que je vais cliquer. Alors, je peux me dire, effectivement, c'est mon référence, c'est mon résultat naturel qui m'a amené la conversion. Alors qu'en fait, c'est un ensemble d'éléments qui a fait que parce que il y avait mémorisation de la marque, finalement, il a cliqué. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué à mesurer. Et c'est pour ça d'ailleurs que Google, sur AdWords, a défini plusieurs modèles de conversion. Alors, je vous les cite pour vous montrer la complexité aujourd'hui de la collecte de l'information, qui est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus complète. Et finalement, on collecte beaucoup plus de choses, et ce n'est pas si facile que ça à agréger. Donc, ils ont une méthode d'attribution qui est last click. Imaginez que j'ai vu 3 annonces AdWords, je clique sur la dernière et c'est celle-ci qui m'amène à la conversion qui est une commande, par exemple. Donc, c'est la méthode last click. Mais par opposition, j'ai la méthode first click, c'est-à-dire que, alors dans le schéma, c'est peut-être inversé d'ailleurs, je me suis trompé sur les first click, c'était là, et last click, c'était là. C'est le dernier clic qui va remporter la conversion et donc qui sera comptabilisé comme ayant converti. Je peux faire également une moyenne de l'ensemble des 4 annonces que j'ai vues, par exemple, et donc ça sera 25% pour chacune des annonces pour la conversion. Je peux prendre la dépréciation dans le temps, c'est-à-dire que c'est la dernière, chronologiquement parlant, qui va l'emporter. C'est également ils ont également un modèle qui est basé sur la position, c'est-à-dire que le premier clic et le dernier clic emportent 40% de part de marché, on va dire, et prennent 40% du poids de la conversion, et le reste est partagé sur les autres clics. Et puis, il y a un modèle plus intéressant parce que là, il va tenir compte de l'historique, de la navigation, de la conversion, des interactions, mais ce modèle, il fait la part belle au data-driven, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre dans Google un certain nombre d'éléments de son CRM et on va faire une convergence entre les données analytiques, les données AdWords, etc. Donc, c'est déjà un modèle beaucoup plus élaboré. Mais vous voyez, cette problématique d'attribution, donc de conversion, elle est pour nous, marketeurs, intéressante et hyper stratégique compte tenu de cette multiplicité des canaux et des devices avec des méthodologies
qui font que comme on peut interdire les cookies sur un device et pas sur l'autre, on peut les effacer progressivement, etc. Et tout ça, ça se passe dans le temps. La consolidation de l'information est plus complexe. Alors en conclusion, le digital nous amène plus d'informations. On a une multiplicité de ces informations qui n'est pas forcément agrégée, entre autres entre le CRM et puis tout ce qui est un petit peu plus digital par ailleurs. Il y a des grosses différences entre le B2B et le B2C parce que les volumes et les échantillons ne sont pas suffisants, notamment en B2B, des difficultés d'analyse et donc de conclusion. Et là, je ne peux pas rentrer dans ce webinaire flash sur toutes les conclusions auxquelles on essaye d'aboutir lorsqu'on examine des éléments en ligne, par exemple, sur le trafic d'un site web, etc. Et ce n'est pas toujours facile de dire, bah oui, mais là, il passe moins de temps parce qu'il a trouvé son information et ou là, il arrête parce que ça ne l'intéresse pas. Quoi. Donc, c'est assez compliqué. Attention aux itérations successives, il y a des tests AB qui concluraient à de fausses conclusions, en fait. Et sur ces aspects-là, je vous présente en quelques instants, parce qu'on a déjà débordé un tout petit peu, l'approche globale d'analyse sur le data management. C'est une approche qui est à la fois transversale sur l'organisation, les aspects ressources humaines et les technologies, bien évidemment, et sur des métiers qui sont complémentaires aujourd'hui, le marketing, le commercial, le système d'information et de plus en plus les aspects réglementaires, parce que avec le RGPD qui arrive l'année prochaine, notamment de plus en plus de contraintes pèsent sur l'utilisation des data. Nous sommes conseil éditeur et intégrateur donc sur des aspects de qualité de données, et là on propose toutes les solutions tant commerciales que techniques, avec du conseil de l'audit, du diagnostic, et puis des solutions logicielles et services, bien évidemment, et puis une part importante également sur le référentiel client unique pour agréger l'information, pour avoir cette vision 360 du client, le CRM et la business intelligence pour pouvoir apporter des éléments complémentaires sur cette analyse descriptive et prédictive de parcours clients qui vont nous permettre de définir au mieux les cibles, de les analyser dans cette logique du PDSA que j'évoquais tout à l'heure notamment, et puis l'infogérance donc des bases de données. Bien sûr, on est présent sur tous les secteurs d'activité parce que tous ceux qui gèrent des données, qu'elles ce soit qu'on les appelle des clients, des usagers, des affiliés, etc., ont cette notion aujourd'hui de gestion de la qualité de l'information pour pouvoir mieux l'agréger, pour avoir cette vision unique. Et quelques informations encore pour vous donner rendez-vous le 12 octobre prochain sur des aspects de traitement de la data dans le cadre de la logistique. C'est donc le 12 octobre. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Amavis pour les différents replays. Et j'ouvre la session de questions-réponses et on va répondre tout de suite à Lucie qui avait une question une question, c'est moins pour le B2B. En fait, du B2B de Dish, je n'arrive pas du tout à me mettre sur AdWords. Alors, ce n'est pas forcément l'objet ici de ce webinaire, mais oui, AdWords est fait pour le B2B comme pour le B2C. Ensuite, l'aspect de conversion ne sera pas forcément le même, puisque en B2C, on peut plus facilement imaginer de l'achat en ligne directement, parce qu'on est sur des achats à cycle beaucoup plus court avec un seul décideur, alors qu'en B2B, on peut avoir affaire à des aspects projets, par exemple, qui nécessitent plusieurs intervenants et qui nécessitent aussi du délai, parce qu'on a un cycle de vente qui va être entre 1 mois, 6 mois, voire 1 an, ou plus d'ailleurs. Et si on fait par exemple des choses comme du mobilier de bureau ou des fournitures de bureau, où là, le cycle de vente est beaucoup plus court, on aura bien évidemment également du panier et de la conversion immédiate. Donc on pourra utiliser les annonces AdWords pour pouvoir assurer sa publicité et faire du trafic sur les sites. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces aspects de mesure et d'évaluation? Est-ce que vous avez pu, avec plaisir Lucie, est-ce que vous avez pu mesurer la difficulté finalement aujourd'hui que de construire des tableaux de bord, de les analyser et d'avoir cette pertinence dans le merci Aubray, merci à vous, cette pertinence finalement de consolidation de l'information qui fait que compte tenu du parcours multicanal et multi-device, on n'agrège pas forcément toujours bien les informations, c'est de plus en plus compliqué techniquement parlant, mais ça laisse beaucoup plus de possibilités lorsque on agrège correctement ces données et qu'on valide entre le CRM et tout ce qui se fait en ligne, le digital, l'information. Sans oublier que si vous consolidez l'information sur AdWords ou Analytics, on va avoir bien sûr des notions de confidentialité
de respect des traitements, etc., qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc, anonymisation d'informations. Merci Miguel, merci Ajar, merci à tous. Je vous donne rendez-vous donc le 12 octobre pour la suite. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.